Quand tu veux, Gilles. Ok, très bien. Bonsoir, Gilles Rousseau, je suis le directeur adjoint à la programmation du Forum des images et vous êtes ici depuis la salle 500 du Forum des images pour le lancement de cette saison 2020-2021 des ciné-débats de la Sorbonne. On renoue donc avec ce partenariat avec Frédéric Socher et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et cette année, c'est tout particulièrement donc une association avec le Centre Wallonie-Bruxelles Paris, puisque la thématique sera ces Belges qui font le cinéma français. Et une fois par mois, donc, un producteur ou une productrice, en l'occurrence ce soir Anne-Dominique Toussaint, un réalisateur, une actrice, un acteur, viendront parler de leur métier et de cette relation justement entre la Belgique et la France. Je vais tout de suite laisser la parole à Frédéric Socher, donc, pour cette première rencontre, donc, organisée avec les étudiants, pilotée, je devrais dire, même avec les étudiants du master scénario, réalisation, production. Frédéric, je te laisse la parole. Un grand merci. D'abord, évidemment, on voudrait remercier le Forum des images de nous accueillir en ces circonstances un peu particulières. Et puis de remercier beaucoup Anne-Dominique Toussaint d'être avec nous, puisque je sais qu'Anne-Dominique, tu viens de terminer un tournage, on va en parler avec les étudiants. Donc le principe est toujours le même. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je le rappelle simplement, il y a des étudiants du master qui ont préparé des questions pour l'invité, en l'occurrence toi Anne-Dominique ce soir. Et donc je te présente les étudiants. Donc tout au bout là-bas, il y a Gaët, il y a Pedro et Martin. Et donc chacun, il y a une partie, avec chacun une série de questions qui sont à te poser. Et donc la raison pour laquelle on a voulu que tu sois là aujourd'hui, c'est évidemment parce qu'il y a un parcours de productrice, donc pour parler de production. Je me rappelle, c'est juste un petit souvenir que tu étais venu déjà il y a quelques années à un de mes cours, et tu avais transmis ta passion de ce qu'était produire, et comment tu étais devenue productrice aussi, ça va être l'objet de la première partie, pourquoi est-ce qu'on devient producteur. Et puis bien sûr, il y a une thématique qui nous occupe, qui est ces Belges qui font le cinéma français, car il y a beaucoup de Belges qui travaillent dans le cadre du cinéma français, donc ce sera le point commun de tous nos invités. Je voudrais aussi évidemment remercier lui, Elio, qui au Centre Wallonie-Bruxelles est responsable du cinéma et qui accompagnera tous ces débats. Mais sans plus tarder, je passe la parole à Martin, qui est responsable de la première partie de questions. Et de l'introduction. Donc Anne-Dominique Toussaint, bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice des Films des Tournelles, une société de production située à Paris, ayant produit de nombreux longs métrages, 43 à ce jour, dont certains grands succès du cinéma français, à l'instar d'Alceste à bicyclette ou des Beaux Gosses. Vous vous apprêtez à sortir 2 films au cours de l'année à venir. L'homme de la cave de Philippe Leguet, et, avec François Cluzet et Bérénice Bejo, et Connemara d'Isilde Lebesco. Nous allons discuter de nombreux points ce soir, de vos relations aux réalisateurs que vous accompagnez, de l'état de production aujourd'hui et des défis que vous rencontrez en 2020. Mais avant toute chose, nous allons, si vous le voulez bien, retracer un peu votre parcours de productrice entre Bruxelles et Paris. Pour commencer cette rencontre, je vous propose de regarder un extrait tout d'abord de La Patinoire, un film réalisé par votre frère que vous avez produit en 1998. Arrêt déjeuner! S'il vous plaît, je vous demanderai de lever votre verre au film que je produis. À Dolores? À Dolores. Ah, voilà notre réalisateur. Venez. Vous connaissez Monsieur Dumont, bien sûr. Bonjour. Je vais vous présenter quelques personnes. Monsieur et Madame Petitjean. Enchanté. Bonjour, monsieur. Et Bonjour. Monsieur Moineau. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Bien, la lumière est quasiment faite. Vous avez tourné combien de plans? Aucun, c'est ce qui était prévu. Ce qui est assez pénible, c'est d'être filmé en permanence. Au début, ça allait, mais maintenant, je commence vraiment à saturer. Je vous comprends même très bien, mais malheureusement, maintenant, c'est impossible de faire marche arrière. On pourrait peut-être essayer de limiter leur autorisation de prise de vue. Non, c'est impossible. C'est une clause du contrat que j'ai signé avec la chaîne qui coproduit le film. Je vous en ai déjà parlé. C'est quand même une chance extraordinaire qu'une chaîne s'investisse autant dans un film. Si vous n'avez que ça comme souci. Dites-moi, je vous ai déjà présenté Taquin? Non. Vous savez, c'est le directeur de la patinoire. C'est quelqu'un d'extrêmement important pour nous. Il est conseiller municipal.
vois pas. C'est un casse-couille épouvantable. Ce serait bien que vous puissiez déjeuner avec lui à midi. Moi, je dois y aller, j'ai un rendez-vous. Je me sauve. Tenez, à bientôt. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure vous vous identifiez au personnage de productrice incarné ici par Marie-France Pizier, mais commençons par le commencement. Comment vous est venue cette envie de vous lancer dans la production au début, de fonder donc vos sociétés et même avant, quoi, votre parcours depuis... Au départ, 2 sociétés d'ailleurs, puisqu'une en Belgique et une en France au tout début. Alors, comment m'est venue cette idée? C'est une bonne manière de dire. C'est-à-dire que l'idée m'est venue de manière assez théorique. J'étais étudiante en histoire. Alors, pour faire un petit récapitulatif, je suis née en Belgique et à l'âge de 10 ans, j'ai suivi mes parents qui sont venus s'installer à Paris. Et donc, j'habite, moi, en France depuis l'âge de 10 ans. Mais je suis belge et j'ai gardé la nationalité belge et je me revendique autant belge que française. Mais j'ai fait mes études à Paris et après, quand j'ai passé le bac, j'ai été à la fac à la Sorbonne, très bonne maison, où j'ai étudié l'histoire. Et j'ai fait des études d'histoire et me suis inscrite en histoire médiévale. Et je tâtonnais un peu. J'avais 20 ans, 21 ans. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. J'avais une passion qui était l'Italie. Et donc, j'avais envie d'aller vivre en Italie. J'ai réussi à décrocher une bourse grâce à la Belgique. D'ailleurs, c'était les Belges qui m'avaient trouvé cette bourse à Bologne d'histoire médiévale où je devais suivre des cours avec Umberto Eco, ce grand médiéviste. Et donc, je tâtonnais vraiment. Tout était bon à prendre, vivre en Italie, suivre les cours d'Umberto Eco et réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Donc, c'était plutôt une recherche un peu théorique. Et un jour, ma mère était venue me voir à Bologne et on avait déjeuné ensemble et on avait parlé de ma vie, de ce que je voulais faire. Et à l'issue de ce déjeuner, je m'étais dit, je lui avais dit, enfin, elle savait que je m'intéressais énormément au cinéma, que j'aimais ça, que j'avais plus tellement envie de faire de l'histoire médiévale. Je me disais, je ne vois pas, je passer ma vie dans les bibliothèques. C'était vraiment un tâtonnement, je ne savais pas trop. Et puis, à l'issue de ce déjeuner, on s'est dit toutes les deux, tiens, mais productrice de films, ça doit être bien. On ne savait pas du tout ce que c'était, ni ma mère ni moi, mais c'était quelque chose qui donnait envie. Et en plus, à l'époque, maintenant ça devient de plus en plus fréquent, mais des femmes productrices, c'était assez rare. Mais sans savoir exactement ce que c'était, j'avais eu l'intuition que c'était quelque chose qui pouvait me convenir. Ça avait un lien avec le cinéma, ça avait un lien avec l'artistique, ça avait un lien avec le fait d'accompagner des artistes. Ça, je le savais intuitivement, même si je ne savais pas trop ce que ça voulait dire produire un film. Et en même temps, il y avait aussi quelque chose de rigoureux, quelque chose où il fallait tenir un projet. Et ça aussi, ça correspondait à ce que je pensais être mes qualités. Et donc, c'est vraiment tout à fait intuitif où... Cette année-là, à Bologne, pendant que je suivais les cours d'Umberto Eco, je me suis dit, je veux être productrice de films. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait un stage à Cinecittà, puisque j'avais une année à faire en Italie. J'ai trouvé un stage à Cinecittà. Je tâtonnais, je découvrais, je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis, je suis revenue à Paris après cette année. Et là, j'ai eu une grande chance, très très vite, par un concours de circonstances, parce que je n'avais vraiment aucun lien avec le milieu du cinéma. J'avais un lien par ma famille avec le milieu de la culture, très fort. Mes parents portaient toutes les choses de l'esprit, les choses intellectuelles, les choses de la culture très très haut, mais pas spécialement le cinéma, c'était plutôt la littérature, c'était le journalisme, dans le cas de mon père. C'était donc, je n'avais pas de connaissances particulières de ce milieu, mais donc j'ai eu la grande chance,
par hasard, de rencontrer un producteur qui était très dans le vent à cette époque-là, qui était Ariel Zeytoun, qui était un grand producteur qui venait de faire plein de succès. Il venait de faire un film qui s'appelait La Banquière, Coup de foudre, Le Grand Pardon. Il était jeune, mais il avait vraiment le vent en poupe. Et par cette merveilleuse rencontre de la vie, il m'a engagée comme assistante. Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là, avant les petites choses que j'ai faites, c'était des tâtonnements, mais à partir de ce moment-là, quand j'ai été engagée par Ariel Zeytoun dans sa maison de production, que j'ai mis mon premier pied plutôt, dans ce domaine. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant quelques années. Il a été très, très important pour moi parce qu'il a eu la grande intelligence de me faire travailler dans tous les domaines. Je travaillais avec lui sur un tournage à débrouiller des droits pour la musique. Ensuite, il me mettait à la distribution. Ensuite, il m'envoyait pour la promotion des films de faire les tournées avec les acteurs en province. Donc, c'était bien parce que je voyais des tas de choses et je me disais, tiens, ça fait partie de ce que c'est. Et puis, les années, là j'étais vraiment très jeune à ce moment-là. Et puis, parallèlement à ça, mon frère, Jean-Philippe Toussaint, a écrit son premier livre qui s'appelle La salle de bain, et qui a eu, dès sa sortie, un grand succès. C'était vraiment un petit phénomène. Les gens... ça avait été un gros succès. Et ce roman était devenu un film. Et Jean-Philippe, mon frère... Que tu n'as pas produit, par contre. Que je n'ai pas produit. À l'époque, j'étais assistante d'Ariel Zeytoun. Et Jean-Philippe a été très, très impressionné et très intéressé par l'adaptation de son livre au cinéma. Et Jean-Philippe a été toujours depuis petit, même beaucoup plus que moi, intéressé par le cinéma, grand cinéphile, il s'enfermait à la cinémathèque, et donc il avait vraiment un intérêt très grand, et quand son propre livre a été transformé en film, il a suivi tout ça, et ça lui a donné l'envie de faire du cinéma. Ensuite, il a publié un deuxième livre qui s'appelle Monsieur, et il s'est dit à ce moment-là, pourquoi je ne réaliserais pas un film issu de mon roman Monsieur. Après La salle de bain était sortie au cinéma, ça avait été réalisé par un autre que lui et produit par quelqu'un d'autre, ça avait été autre chose, mais ça nous avait tous les deux quand même vivement intéressés. Et c'est mon frère qui un jour m'a dit, écoute, toi tu as envie de produire des films, moi j'ai envie de réaliser, on n'a jamais, ni l'un ni l'autre, toi tu n'as jamais produit, moi j'ai jamais rien réalisé, mais pourquoi on ne se lancerait pas ensemble et on ne tenterait pas le coup et faisons ce film Monsieur. Et c'est... Alors, ça c'est très important aussi, pardon, vous m'interrompez si je parle, si je parle trop, mais là je suis retournée voir Ariel Zeytoun, qui était donc mon mentor d'une certaine manière, et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Mon frère me propose de faire un film, il me propose que je le produise. Et Ariel m'a dit quelque chose dont je me souviendrai toujours, et qui est, je pense, extrêmement important, il m'a dit, vas-y, parce que tu as l'essentiel. L'essentiel pour un producteur, c'est d'avoir le sujet et le metteur en scène. Tout le reste, c'est de la logistique, à la limite. Bon, c'est vrai que dit comme ça a l'air facile. Après, il faut trouver le financement, l'organisation et tout. Mais c'est vrai que la chose la plus importante pour un producteur, c'est vraiment le germe de la création, c'est-à-dire le sujet et le metteur en scène. Et il m'a dit, tu as ça, c'est la chose la plus importante, donc vas-y, fonce, crée ta société de production. Et du coup, tu as créé tout de suite 2 sociétés, une en Belgique et une en France. C'est à ce moment-là, pardon, j'enlève mon foulard parce que j'ai très chaud. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais y aller, je vais créer une maison de production. Et comme je vous le disais au début, j'ai les 2 nationalités. Enfin, j'avais à ce moment-là la nationalité belge, pas encore la française, mais j'étais résidente en France. J'ai eu cette idée qui a été en fait très précurseur, puisque après, beaucoup de producteurs ont fait ça. Mais moi, je pense que j'étais la première. Je me suis dit, je vais faire une société de production en France, puisque c'est là où j'habite, c'est là
où j'exerce mon métier, mais je vais aussi créer une société de production en Belgique, parce qu'il y a quand même en Belgique un soutien au cinéma qui existe et qui est important. Et comme le film que je veux faire est un film d'un Belge, puisque mon frère était exactement dans le même cas que moi, il était de nationalité belge, on va pouvoir peut-être être soutenu par la Belgique. Donc, dès 1989, puisque ma société date de 1989, j'ai créé 2 sociétés en même temps, les films de l'Étang à Bruxelles et les films des Tournelles à Paris. Et donc ça fait plus de 30 ans et ces 2 sociétés existent toujours. Et donc l'idée dès le départ était de coproduire entre tes 2 sociétés, bien sûr. Absolument. Et c'était une intuition, comme le fait de devenir productrice, c'était une intuition parce que ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Je me suis dit, parce que j'avais encore des liens avec la Belgique, puisque mes parents, entre-temps, étaient revenus vivre en Belgique. Il y avait... ton frère aussi, non? Non, mon frère, à l'époque, vivait encore en France. Il est revenu plus tard, lui. Mais en Belgique, j'avais quand même beaucoup de liens. Des gens me disaient, oui, il existe ça et ça comme soutien, mais il faut... et puis, vous êtes belge, donc vous avez le droit à postuler, en tout cas, mais il faut une société belge. Et en France, je voulais devenir productrice française, et donc créer une société en France. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas créer ces 2 sociétés et ensuite faire des coproductions entre 2 sociétés? Et c'était tout à fait possible, puisque les 2 sociétés étaient indépendantes. Il se fait qu'ils avaient la même gérante et la même productrice, mais elles étaient moralement indépendantes l'une de l'autre. Et donc, je pouvais très bien faire des coproductions avec les 2 sociétés. Et Monsieur, donc mon premier film, le film réalisé par mon frère Jean-Philippe, a été coproduit par les films des Tournelles en France et les films de l'Étang en Belgique. Et j'ai fait le plein, d'une certaine manière, de tous les financements possibles dans les 2 pays. Et ensuite, j'ai coproduit. Et donc, j'étais à la fois seule maître à bord, puisqu'il y avait une seule productrice qui était moi, mais je bénéficiais des 2 possibilités. Magnifique. Vous avez donc profité des 2 systèmes. Enfin, vous avez pu donc profiter du système de production belge et du système de production français, mais vous avez également pu voir comment ça se passait de l'intérieur, les 2 systèmes. Vous avez été, si je ne me trompe pas, vice-présidente de la commission de sélection des films au Centre du cinéma de la communauté francophone en Belgique. Et vous avez aussi siégé dans des commissions au CNC. Pas au même moment. Pas au même moment. Mais voilà, dans un cas comme dans l'autre, en France et en Belgique, comment se décide et s'organise l'attribution des aides publiques? Est-ce que c'est pour toi la même logique dans les commissions d'avance sur recette en Belgique et en France? Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que c'est exactement pareil? Est-ce que tu as vu des nuances ou pas? Nuances peut-être, mais comme ça spontanément, je dirais oui, c'est la même logique. Et la logique, c'est l'intérêt du film, vraiment, dans les 2 cas. Et en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est une réunion de professionnels, une dizaine, je ne sais pas combien, ça dépend un peu des commissions, mais disons plus ou moins une dizaine de professionnels qui ne sont pas liés entre eux, qui doivent étudier des projets et décider de l'attribution d'aide ou pas, sous la présidence d'un ou d'une professionnelle aussi. Donc, c'est le même principe, c'est-à-dire ce sont des gens qui aiment le cinéma, qui connaissent le cinéma, qui n'ont pas... parce que souvent on dit oui, c'est copinage, etc. Mais en fait, c'est 9 ou 10 individus très différents et qui ont des réseaux différents les uns des autres. Et du coup, copinage, non, parce que s'il y en a un qui est copain avec un, il n'est peut-être pas copain avec les 8 autres. Donc, et donc, ça m'a toujours frappé que ces commissions, elles étaient... c'est très enthousiasmant, en fait. C'est énormément de travail, donc... on rechigne un peu avant d'accepter, mais c'est en même temps très exaltant parce que ça va dans le sens vraiment de défendre le cinéma, d'encourager le cinéma, que dès qu'on décèle un talent, on essaye de l'encourager et tout. Alors, à l'arrivée, ça ne se passe pas jamais exactement comme on veut, puisqu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, et heureusement, et c'est des débats et tout ça. Mais dans les 2 cas... dès le moment où ce sont des professionnels du cinéma et non pas des gens qui ne connaissent pas ou qui sont comment dire, des fonctionnaires, ce sont des gens qui vraiment défendent l'idée de la création et du cinéma.
Alors, il y a une petite nuance quand même, c'est qu'à la commission belge, il n'y a pas de passage en plénière. Tous les films passent en plénière. Donc, quand on dépose un projet, il va être examiné par tous les membres de la commission, tandis qu'en France, à l'avance sur recette au CNC, il y a une première sélection qui se fait. Oui, mais il y a des différences de règlement, ça c'est sûr. C'est pas le même. Là, je parlais du principe. Différence de règlement parce qu'il y a beaucoup plus de projets en France qu'en Belgique. Et c'est sûr qu'en France, il faut faire une première sélection parce que je pense que pour chaque... On parle de l'avance sur recette, là. Pour chaque commission, il doit y avoir, je ne sais pas, une cinquantaine de projets. Et donc, il faut sélectionner. On ne peut pas donner à tous les membres de la commission les 50 projets à lire. Donc, il y a des lecteurs qui font une première sélection. Alors qu'en Belgique, il y a moins de projets. Donc, forcément, les membres de la commission peuvent lire directement les projets. Et il y a certainement d'autres nuances de règlement. Mais je parlais du principe. La philosophie. Oui. De la philosophie, voilà, exactement. Et justement, dans toute votre filmographie, justement sur ces films français et ces films belges, on ne dénombre qu'un seul film exclusivement belge, Everybody Famous, Iedereen Beroemd. C'est bien, en avec 2000. bon accent. Merci. Qui a été nommé notamment aux Oscars pour le film en meilleure langue. Oui, mais alors là, vraiment, je vais vous interrompre tout de suite parce que c'est pas un projet que j'ai produit. C'est un projet, c'est une coproduction qui, pour faciliter, c'était Dominique de Rudere qui a fait ce film. Et c'était vraiment pour lui faciliter. Il avait besoin, je ne me souviens même plus du contexte, mais ce n'est pas, vous citez dans ma filmographie, mais je ne le considère même pas comme ma filmographie, parce que pour moi, produire un film, ça veut vraiment dire quelque chose, et ça veut dire y mettre du sien. Je pense que la production est un travail créatif également. Et là, dans ce film-là, je ne peux pas le revendiquer. Je suis très fière qu'il soit écrit dans ma filmographie, mais je ne peux pas le revendiquer. Très bien, oui. Donc, en fait, tous vos films que vous avez produits avec les films de l'étang étaient des coproductions aussi avec la France? Oui, parce que pour une raison très simple, c'est qu'en Belgique, les moyens sont évidemment beaucoup plus limités, alors que le coût est le même pour un film belge ou un film français. Le coût est le même puisqu'il se fabrique de la même manière. Et donc en Belgique, les producteurs belges sont obligés de s'ouvrir. Et petite parenthèse d'ailleurs, je pense que c'est grâce au fait que je sois née belge et que j'ai baigné dans cette culture, que pour moi, c'est une évidence de m'ouvrir à d'autres pays, de pouvoir faire des coproductions, de pouvoir m'intéresser à d'autres. Parce qu'après, je ne sais pas si on en parlera, mais après, j'ai créé aussi une société au Liban, j'ai fait beaucoup de coproductions avec l'Italie. Donc moi, c'est dans mes gènes. C'est vrai que le fait d'être belge, ça nous oblige, puisque c'est un petit pays et donc c'est compliqué de faire tout 100% à l'intérieur de nos frontières. Donc on est très habitué à regarder ce qui se passe ailleurs et à créer des liens avec d'autres pays. Donc ça, je dois ça au fait d'être né belge, ça c'est sûr. Et pour répondre à votre question, je pense que quand vous regardez tous les films belges, des films 100% belges, il y en a très très peu. Alors, tu parlais, on va reparler de l'apport créatif de la production, du rapport producteur ou productrice réalisateur, mais il y a une question que Martin voudrait te poser sur la notion d'indépendance de la production. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en Belgique, tous les producteurs sont indépendants, puisqu'il n'y a pas l'équivalent du GC ou de Gaumont, de Pathé, qui ont d'autres qualités, mais il n'y a pas des grands groupes qui sont à la fois producteurs, distributeurs, exploitants. Donc par définition, tous les producteurs belges seraient-ils des indépendants ? Je pense. Est-ce qu'il y a, par exemple, ça je n'en sais rien, mais est-ce que les chaînes de télévision belges, elles ont des antennes de coproduction, mais elles n'ont pas ni RTL, ni la RTB, pas dans ça le long je métrage, sais. pas dans le domaine du long métrage. Mais pas dans le domaine du long métrage, mais ça pourrait venir. Mais non, sinon, en effet, ce sont tous des producteurs indépendants. Oui. Et donc, Martin avait une question à te poser spécifiquement là-dessus, sur comment on pourrait définir ce qu'est une productrice indépendante et pourquoi c'est important, d'après toi, cette indépendance? Exactement, justement, vous êtes attaché, et vous le répétez dans nombre de vos entretiens, au statut légal de l'indépendance, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'actionnaire au sein de du capital de vos sociétés, mais vous parlez aussi beaucoup d'un état d'esprit indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, j'adore ce mot, c'est vrai que c'est un mot qui me porte et me renforce.
c'est de ne pas avoir à rendre compte à d'autres personnes de nos choix. C'est-à-dire que c'est important de rendre compte à un public, à la postérité, je dirais, à des gens qui nous importent, mais à des actionnaires, pour une notion qui serait que de rentabilité, ça ne colle pas avec l'idée du cinéma qui est de produire des films. C'est très audacieux parce que comme il n'y a pas de règles, comme il n'y a que des exemples de films qui ne ressemblent à rien et qui font des succès, qui sont hors des sentiers battus et ce sont ceux-là qui sont remarqués, il n'y a que ça. Donc, on est obligé d'inventer, de créer, de tenter, d'oser. Et je suis sûre qu'il y a des gens actionnaires qui seraient tout à fait bienveillants à l'égard. Mais donc, je ne fais pas la caricature des actionnaires qui veulent absolument que ça soit dans des clous. Non, c'est pas ça du tout. Il y a des gens qui pourraient nous laisser la bride sur le cou. Mais quand même, il y a quelque chose où il faut être libre de faire ses propres choix, de faire ses propres erreurs, de faire des tentatives, un échec. Je pense qu'un échec se digère beaucoup mieux si on le porte seul que si on a quelqu'un au-dessus qui dit non mais c'est pas grave, mais si quand même on le prend sur ses épaules, alors que assumer ce qu'on fait et assumer sa vie, ses échecs, ses réussites, ses choix, je pense que c'est ça la liberté. Alors, Martin va lancer un deuxième extrait, mais avant cela, je voudrais peut-être quand même que tu commandes le premier extrait qu'on a vu au tout début de la séance, parce qu'il y a quand même un côté de l'ordre de l'autodérision, un petit regard ironique. Il y a un côté autobiographique, c'est-à-dire que j'étais très heureuse que Jean-Philippe imagine le producteur, parce que dans les films ou dans l'imaginaire des gens ou dans le producteur est toujours quand même caricaturé à peu près de la même manière, c'est-à-dire le type bedonnant avec le cigare et qui et là, Jean-Philippe, quand il a écrit un film sur le cinéma, le producteur était une productrice très charmante, très alors évidemment. Il y avait ce côté très drôle, mais qui existe, où la productrice lui demande d'aller, alors que le réalisateur, normalement, doit se concentrer sur sa création et sur la préparation de son film. Et donc, on a toujours, c'est vrai, on demande toujours au réalisateur, ça m'arrangerait que tu ailles saluer, machin, parce qu'il est important, ou tu ailles... Et donc, c'est vrai que ça, c'est de l'autodérision. Mais moi, je retiens surtout que Marie-France Pizier, qui est quand même une femme extraordinaire, charmante, talentueuse, que Jean-Philippe a choisi Marie-France Pizier pour m'incarner. Et ça, c'était un cadeau. Oui, parce que Véronique Ocean, qu'on avait reçue, qui était script sur le film, nous disait que Jean-Philippe Toussaint avait dit qu'il s'était inspiré de Monsieur, du tournage de Monsieur, de certaines scènes pour la patinoire, en fait, pour caractériser certains personnages de l'équipe. Absolument, exactement. Non, mais c'est vrai que là, ça a l'air de rien, mais que dans un film, le personnage du producteur soit personnalisé comme ça, c'est-à-dire vraiment que ça soit une productrice et une productrice Marie-France Pizier, c'est pas anodin et c'est comment dire. C'est militant aussi d'une certaine manière. Martin, et c'était un hommage. Est-ce que vous pouvez nous lancer le deuxième extrait et nous dire pourquoi ce choix aussi de deuxième extrait? Alors oui, vous parlez de la relation au sein du tournage, des relations entre productrice et réalisateur avec votre frère. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse désormais au cœur de votre travail, justement, à cette relation que vous pouvez avoir avec le réalisateur qui porte son film. Et pour cela, je vous propose qu'on regarde un extrait du cinéaste que vous avez le plus accompagné, c'est-à-dire Philippe Le Guay, et qu'on regarde donc un extrait de Alsace la bicyclette, où Fabrice Lucchini et Lambert Wilson, donc Fabrice Lucchini qui incarne un acteur et Lambert Wilson qui incarne un metteur en scène, parlent du monde du cinéma.
C'est marrant. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Je me suis demandé ce que tu devenais. Ben, tu vois, je suis en pleine forme. Et puis, je me suis souvenu de conversations et je me suis dit, Serge pourrait peut-être lui proposer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le métier, j'espère. Un peu quand même, si. Ah, c'est pas la peine d'essayer, tu sais. Pour moi, c'est fini le cinéma. Hein. Même si c'est Spielberg qui vient me proposer le scénario. Regarde ce que j'en fais, je les fous au feu. Ah non, mais je te parle pas de cinéma. Je te parle d'une pièce. Et quoi, une pièce? Ouais, si je te proposais une pièce. Ah, tu veux dire un rôle dans une pièce? Ah oui, évidemment, un rôle dans une pièce. T'es complètement malade. Ça fait des années que je suis pas monté sur les planches, enfin. C'est fini pour moi, c'est terminé tout ça. Attends que je te dise le nom de la pièce. Mais j'ai pas envie de connaître le nom de cette pièce. Je te dis que c'est terminé. Le théâtre, le cinéma, tout ça, c'est fini. Ce monde de rats, ces gens vulgaires qui mentent, qui trahissent. Enfin, non. Tu exagères, il y a encore des gens qui se comportent bien. Ah, oui, qui ça par exemple? Est-ce que t'as un nom? Moi, je me comporte bien. Toi? Ouais. Bon, bah, alors, admettons. Disons que t'es l'exception. Pedro, c'est à vous. Bonsoir. Pour commencer cette deuxième partie où nous allons parler de cette relation auteur-producteur. Et ici, donc vous avez dit que dans le premier extrait qu'on a vu, il y a un côté un peu autobiographique. On se demande si, dans quelle mesure vous partagez le propos du personnage incarné ici par Lucchini dans le monde du cinéma. Alors, c'est mon milieu depuis 30 ans et je m'y suis bien trouvée finalement. C'est-à-dire que je crois que c'est un monde cruel, ça c'est vrai. C'est un monde parfois vulgaire, évidemment, mais c'est aussi un monde passionnant. C'est aussi le cinéma, ça met ensemble toutes sortes de choses très sensibles. Il y a l'art, l'argent, la gloire, les relations humaines, et puis le jeu. Et tout ça ensemble, ce sont que des choses qui provoquent des sentiments très forts. Donc c'est passionnant, le cinéma. Évidemment, on peut très bien la surface, je vois très bien comment le cinéma peut être vulgaire, les trahisons, et c'est peut-être, mais à mon avis, dans un congrès de dentistes ou un milieu d'agriculteurs, enfin je ne sais, il y a toujours, c'est les relations humaines qui sont comme ça. Donc, mais dans le cinéma, peut-être, ou dans l'art, ça se voit plus parce que c'est plus théâtral. Mais il y a aussi des tas d'autres aspects qui sont passionnants. Moi, je trouve, comme je vous disais tout à l'heure, ce choix de métier, c'est un peu un hasard, mais quelle chance que j'ai eu cette idée, que nous avons eu cette idée, parce que j'adore ce métier, pas ce milieu. Ce milieu, il faut faire avec. Il y a de tout. Il y a des gens passionnants, il y a des gens moins intéressants. Il y a plusieurs formes de cinéma d'ailleurs aussi. Oui, mais c'est pas dans les formes de cinéma le plus intéressant qu'on trouve les gens. Pas forcément. Non, c'est pas dans le cinéma commercial qu'il y a les gens les plus vulgaires et dans le cinéma d'auteur qu'il y a les gens les plus intéressants. Il y a évidemment, mais pas que ça. Tous les gens, il y a des artistes partout, il y a des gens passionnés, il y a des gens joueurs. Donc ce sont tous des qualités qui font que c'est drôle, que c'est de vivre là-dedans. Alors vous parlez de passion et du plaisir de travailler dans ce milieu, dans ce métier. Je fais la différence entre le métier est passionnant. Le milieu, il faut faire avec, un milieu professionnel comme dans tous les métiers. Il y a de tout. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs plus lourds. Oui, et donc, qu'est-ce qui vous emmène à faire un film quand vous choisissez un projet
qu'est-ce qui vous emmène à faire un film ou autre film, et aussi comment vous choisissez un réalisateur? Qu'est-ce qui vous emmène Justement, ce qui m'emmène dans le choix des films, c'est le réalisateur. Et parce que faire un film, pour un producteur, c'est passer minimum 2 ans de sa vie, minimum, peut-être 3, voire 4 années de sa vie, donc c'est vraiment très long, avec quelqu'un. C'est de partager une aventure très intéressante et très intense avec un individu. Donc il faut vraiment que cet individu, il en vaille la peine. Enfin, pour moi, hein, là je ne parle que pour mon expérience personnelle. D'autres producteurs auraient d'autres discours et d'autres manières d'envisager les choses. Mais moi, je m'embarque dans une aventure. Un film, c'est vraiment une aventure très dense, très intense, avec énormément de choses qui comportent cette aventure. Il y a plein de choses, et on la partage avec un autre individu. Un film, c'est porté par 2 personnes, le réalisateur, le producteur, la réalisatrice, la productrice. Ce sont ces 2 personnes-là et la conjugaison de l'énergie de ces 2 personnes-là qui font qu'un film vous emportera ou pas. Donc ça veut dire passer 2, 3, 4 ans de sa vie avec quelqu'un. Donc moi, je choisis les films que je veux faire en fonction de la personnalité du réalisateur. Ils ne sont pas tous les mêmes du tout. Et c'est ça qui est génial, c'est que je peux en choisir plein. Mais il y a quelque chose qui doit m'attirer chez eux, me plaire. Dans la personnalité ou dans le travail qu'ils ont déjà fait? C'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est quelque chose, ça ne s'explique pas vraiment. Mais il faut que... Alors, les personnalités sont très différentes. J'ai travaillé avec Philippe Leguet, Riyad Satouf, Nadine Labaki, Emmanuel Carrère. Ce sont des gens qui sont très très différents. Louis Garrel, Rachid Jaidani, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre dans leur personnalité, mais tous ont quelque chose qui fait qu'on est emporté et qu'on a envie d'être emporté par leur élan créatif. Et c'est un mélange de personnalité et de talent, parce que c'est vrai que le talent seul ne suffit pas. Il faut que ça soit un plaisir. Et donc, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, et c'est vrai que quand le téléphone sonne et qu'on voit le nom du réalisateur qui s'affiche, et quand on commence à dire « non, je ne vais pas le prendre », c'est mauvais. Ça veut dire que un problème peut arriver. Il faut qu'on ait envie de partager cette aventure, parce qu'elle est intense, elle est difficile, elle est longue, c'est jamais un long fleuve tranquille. Donc il faut qu'on vive avec cette personne quelque chose de solide. J'ai envie de te poser la question du scénario, parce que certains réalisateurs écrivent leur propre scénario, d'autres travaillent avec des scénaristes, et on a besoin comme producteur d'un scénario pour trouver des financements. Donc là, peut-être aussi, c'est peut-être une différence entre la Belgique et la France, c'est mon obsession de ce soir, c'est qu'il y a peut-être plus facilement des aides pour un producteur sous forme d'aide automatique pour accompagner l'écriture en France qu'en Belgique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment toi, comme productrice, tu accompagnes artistiquement, mais aussi financièrement le développement, qui est la phase la plus risquée de la production? Absolument. Alors déjà, pour prolonger votre question, moi, en numéro 1, c'est le choix du réalisateur. Et donc, je peux avoir envie de travailler avec un réalisateur, même un premier film, même quelqu'un qui n'a jamais rien fait, même quelqu'un avec qui je n'ai pas travaillé avant, même si le scénario n'est pas écrit. Alors qu'un scénario écrit, c'est pas automatique, même s'il me plaît, que je le ferai, ça dépend de la personnalité du réalisateur. Mais par contre, un réalisateur qui me donne envie, je peux décider, et je l'ai fait plein de fois parce que je fais beaucoup de premiers films, de l'accompagner dès l'écriture du scénario. Alors effectivement, la première étape de la production d'un film, quand on choisit de faire un film, donc dans mon cas, j'ai envie de faire un projet avec un réalisateur, la première étape, c'est l'écriture du scénario. C'est la phase 1 du développement, c'est l'écriture. Et l'écriture du scénario, à ce moment-là, comme producteur indépendant, on est seul. Donc, c'est le producteur qui va avancer les fonds
pour payer l'écriture du scénario. Alors, ce montant est très variable en fonction de la notoriété et du nombre de scénaristes, mais c'est le producteur seul qui va avancer les fonds, investir, risquer, parce que si à l'arrivée c'est mauvais ou c'est peut-être très très bon mais personne n'a envie de le faire, ça, personne nous remboursera ces fonds. Donc, cette première étape est importante, mais c'est vrai qu'il existe pas mal d'aide au développement et d'aide à l'écriture. Et les comptes de soutien aussi. Et le fonds de soutien. Fonds de soutien, il existe un certain nombre d'aides qui aident, mais ça c'est depuis, moi qui ai commencé il y a 30 ans, ça s'est développé de plus en plus. Parce que de plus en plus, les gens se sont aperçus que l'écriture du scénario, c'était très important et que c'était en plus un gros risque pour le producteur. Donc il y a eu beaucoup d'aides qui se sont développées et tout. Donc il y a des aides en France. Effectivement, on peut bénéficier de son fonds de soutien pour dépenser des aides d'écriture. Il y a des aides sélectives qui sont des aides, en France, c'est des aides au développement, au CNC, mais c'est des aides sélectives. Il faut aller présenter le projet. Il faut devant une commission qui doit décider si oui ou non ça vaut la peine d'aider ce projet. En Belgique, pour être honnête, je ne sais pas, mais je pense que ça doit exister. Oui, mais avec des montants beaucoup plus faibles, et il n'y a pas la possibilité d'avoir le fonds de soutien non. Pour un producteur. Non, voilà. Forcément. Mais de toute façon, je crois que si on continue comme ça jusqu'à la fin, il va y avoir toujours une différence. On ne va pas continuer comme ça jusqu'à la fin. Non, mais il va toujours y avoir une différence entre la France et la Belgique, parce que la France est beaucoup mieux dotée que la Belgique. C'est-à-dire que la Belgique a un truc très particulier et assez génial, c'est que pour un petit pays où il n'y a pas énormément de fonds et une industrie qui est évidemment beaucoup plus petite que la France, il y a une volonté politique très importante. Il y a une volonté politique égale à celle de la France. Et donc, il y a un centre du cinéma, il y a des commissions, il y a de l'aide, il y a tout des systèmes qui existent. Mais évidemment, c'est toujours moindre que la France, puisque la France est quand même un pays plus important et plus riche, parce que l'industrie est plus forte, exactement. Donc, à chaque étape, ça sera toujours moins important. Mais c'est quand même à noter que la Belgique en Europe est un des pays les mieux structurés et les mieux dotés en termes d'aide aussi, de volonté politique d'aider le cinéma en tout cas. Alors vous avez parlé de premiers films. Vous avez travaillé sur 6 premiers films. Plus à mon avis. Plus. Oui, je pense. On a donc fait une partie seulement du calcul. Oui. Mais on vient d'apprendre que vous allez maintenant produire le premier film d'Emmanuel DeVos, oui. Et qui va appeler On the Road Again, et dans lequel vous vont jouer Anaïs Demoustier et Doria Tillier. Il y a une grande question de confiance qui se pose. Comment l'accordez-vous à un réalisateur novice et plus généralement, comment se fait la rencontre avec le cinéaste en devenir? Qu'est-ce qui vous apporte et qu'est-ce qui vous rend? Alors, j'ai fait beaucoup de premiers films, je pense plus que 6, mais peut-être 6 qui ont connu du succès. Et parce que c'est vraiment quelque chose qui me motive, qui me touche beaucoup. Et souvent, ce sont bizarrement des gens que j'ai rencontrés avant même de savoir qu'ils voulaient faire un film. Et dans certains cas, j'en ai 3 en tête, c'est moi qui ai démarché. Par exemple, Riyad Satouf, dont j'ai produit le premier film Les Beaux Gosses, c'est moi qui ai démarché. Il faisait des bandes dessinées à l'époque, il continue à en faire. Et vous avez gagné un prix avec ce film? Comment? Vous avez gagné un prix avec ce film? J'ai gagné plusieurs prix avec ce film. J'ai gagné comme productrice, un prix spécialement comme productrice. Plusieurs, enfin, un César déjà, et puis un trophée. Enfin bon, mais un César, si c'est ça auquel vous faites allusion, effectivement, j'ai gagné un César avec ce film. Enfin, le film a gagné un César du meilleur premier film. Mais Riyad Satouf, par exemple, je suis allée le démarcher via sa société d'édition, sa maison d'édition de bande dessinée,
parce que j'avais envie de faire un film sur les adolescents. Je connaissais ces bandes dessinées sur les adolescents. J'ai contacté la maison d'édition pour le rencontrer et je voulais qu'il écrive un scénario de film sur les adolescents. Et c'est en le rencontrant qu'il m'a beaucoup plu. Et c'est lui qui m'a dit, mais parce que je lui disais, dites-moi les réalisateurs que vous aimez, parce que c'est bien que vous allez écrire le scénario, mais c'est bien de mettre le réalisateur aussi en même temps pour que vous écriviez ensemble. Et puis il disait rien, je voyais qu'il avait une petite idée derrière la tête, je ne comprenais pas pourquoi il me parlait pas. Et puis à un moment il m'a dit, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, enfin je sais pas, mais peut-être, il était très 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 prudent, que ça soit moi qui réalise. Et donc, moi, j'adore ça, les gens qui ont envie d'oser. Et puis, bon, lui, il avait eu une formation en plus à l'école des Gobelins. Et donc, je lui ai dit, oui, bien sûr, tentons, allons-y. Et donc, c'est une démarche qui est venue de ma part. Et, il n'avait pas fait de court-métrage, il avait rien non, réalisé. il n'avait pas fait de court-métrage. Donc, pendant il a écrit le scénario. Et puis, pendant la recherche de financement, pendant la préparation, même avant la préparation, je lui avais dit, ça serait pas mal que tu fasses un court-métrage pour que tu vois ce que c'est qu'un plateau, pour que tu... Et puis il avait écrit un petit court-métrage qui, à mon sens, c'était vraiment pas bien, je trouve. Mais ça avait été hyper utile parce qu'il avait compris comment, d'abord un plateau, comment il devait gérer tous les gens qui travaillaient pour lui et autour de lui, et puis le rythme de la comédie, parce que c'était un peu laborieux ce qu'il avait écrit, pas ce qu'il avait écrit, mais le court-métrage, et donc il avait compris très très vite, parce qu'il Riyad est très 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 vif, comment il fallait finalement diriger ses acteurs pour aller plus vite, pour instiller un rythme qu'il fallait. Donc, mais c'était un tout petit court-métrage qu'on avait fait. Donc, Riyad, c'est moi qui était lui proposer. Emmanuel Carrère, pareil, j'admirais beaucoup ses livres et j'avais vu un truc qu'il avait fait. Justement, on a envie de passer un extrait d'un film d'Emmanuel Carrère et peut-être que ça nous permettra de poser des questions à ce propos. Donc si on peut peut-être lancer l'extrait. Oui, alors on a choisi de passer le trailer de la bande-annonce de ce film, comme ça on peut, pour les personnes aussi qui sont à la maison, qui n'ont pas vu le film, qu'on puisse avoir une idée plus... Vous en dites quelques mots du film ? Oui, c'est lequel? C'est le documentaire. Ah, c'est le documentaire. Parce que sinon, il fallait que je réponde sur Emmanuel DeVos aussi, mais peut-être tout à l'heure. Oui. Alors, le documentaire, c'était la jeunesse de ce film nous intéresse, parce que je sais que ça a été une aventure aussi, ce documentaire. Chaque film est aventure. Donc, c'est... Retour à Kotelnitch, ça s'appelle. Voilà, Retour à Kotelnitch, ça a été une aventure particulière, comme il raconte. Vous avez repris la production alors qu'il préparait à y retourner. Et donc, voyons d'abord l'extrait, et comme ça, après, je vous pose la question. Tout a commencé à Kotelnitch, un trou perdu à 800 km de Moscou. J'étais venu tourner un documentaire sur un prisonnier hongrois oublié là pendant un demi-siècle. Puis j'ai parlé avec des gens, je les ai filmés sans but précis, au hasard de l'humeur et des rencontres. Je me suis mis à les aimer. Je suis devenu leur français. J'avais l'impression d'avoir toujours été là. Quelque chose là-bas me fascinait, mais je ne savais pas encore quoi. Il y avait Sacha, l'officier local du KGB, et Anya qui était folle amoureuse de lui. J'ai trouvé mystérieux tous les deux, romanesques, ils m'intriguaient. Et puis Anya est morte, assassinée, et tout a basculé. En partageant le deuil et les secrets d'une famille, je me suis retrouvé à exorciser un fantôme enfoui dans mon propre passé. Retour à Kotelnitch, c'est l'histoire de la Russie d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un retour et d'une disparition, c'est aussi ma propre histoire.
C'est chouette de revoir tous ces extraits parce que c'est des très très beaux moments de ma vie. Donc ça me replonge là-dedans, c'est bien. Et justement, qui se pose, on avait reçu Emmanuel Carrère qui nous avait parlé de cette expérience et qui était une expérience de montage aussi très particulière puisque ce montage s'est fait en 2 fois. Il y a eu 2 tournages. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Tu as produit peu de documentaires, à notre connaissance, c'est le seul. Mais sur la question de cette rencontre avec Emmanuel Carrère, et puis aussi du temps du montage. Alors là, déjà, c'est moi pareil que Riyad, c'est moi qui l'ai démarché, mais c'était pas pareil que Riyad, c'était beaucoup plus difficile parce que je l'ai harcelé, puisque Emmanuel était un écrivain déjà reconnu, très, très connu, et j'avais vu à la télévision, il avait fait pour l'émission Envoyé spécial un reportage sur un soldat hongrois qui n'avait pas compris que la guerre s'était arrêtée. Et c'était un truc assez fascinant. Et c'était un sujet qu'il avait fait pour la télé, mais qui était vraiment très, très cinématographique et qui m'avait fascinée. Et donc, j'avais appelé Emmanuel, on ne se connaissait pas, en lui disant, je suis productrice, il savait plus ou moins qui j'étais, et je lui avais dit juste, si jamais un jour vous avez envie de faire du cinéma, appelez-moi. Et il m'avait dit, bah oui, d'accord, peut-être, si vous voulez. Et puis, il ne m'avait pas appelé. Et après, on s'était croisés dans des endroits. À chaque fois, il m'a dit non, je n'ai pas oublié votre phrase et tout. Mais enfin, il ne se manifestait pas vraiment. Et un jour, il m'appelle. Il me dit, écoutez, je crois que j'ai une idée. Est-ce qu'on peut se voir dans une demi-heure? Donc, c'était tout d'un coup, après 2 ans, Et là, il est venu et il m'a dit, j'ai envie de partir... sur un lieu qui était justement le lieu où il avait fait ce documentaire sur le soldat hongrois, de revenir, c'est un trou perdu en Russie qui s'appelle Kotelnitch, et j'ai envie de partir avec une caméra et de voir ce qui se passe. Bon. C'était très ténu comme projet, mais moi, toujours par ce même principe qui est l'attirance pour le réalisateur. En l'occurrence, Emmanuel, je trouvais que c'était un personnage très intéressant. Et je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais c'est intéressant. De le faire partir, lui, au milieu de la Russie, avec une caméra, enfin avec une équipe qui tient une caméra, de toute façon, il ne peut pas en sortir quelque chose de fade. Donc, allons-y. Du coup, je me suis lancée. Donc, pour moi, c'était un film, ce n'était pas vraiment un documentaire. Et on a eu l'avance sur recette, je me souviens, un peu d'argent. Et donc, il est parti faire ce reportage à Kotelnitch. Et au bout de quelques semaines, je me souviens, au téléphone, avec une voix d'outre-tombe, en disant, écoute, je pense qu'on fait complètement fausse route, ça n'a aucun intérêt, je suis au film des gens au sortir de bars, de fêtes, de mariage, ça n'a aucun intérêt, je pense que je vais rentrer, il n'y a rien à en faire. Enfin, vraiment, il était déprimé. Comment réagit une productrice quand un réalisateur comme ça? Moi, je réagis de manière tout à fait naturelle. Emmanuel, après, en disant, mais incroyable, cette productrice qui me dit, mais ça ne fait rien. Mais j'étais contente que ça lui ait fait du bien. Mais moi, ça me paraissait normal. Je lui ai dit, écoute, Emmanuel, tu ne sais pas ce que tu as fait comme image. Filme, rentre si tu veux. Mais de toute façon, ne sois pas déprimé, puisque c'est au montage que tu verras ce que tu as fait. Enfin, mais je suis quelqu'un de très positif, de toute façon. Donc... j'avais au téléphone, je n'avais pas l'air effondré, je n'avais pas l'air catastrophé. Je lui ai dit, écoute, rentre et on verra bien. Et là, il est arrivé un truc incroyable. Et ça, il faut dire qu'Emmanuel, il attire les choses romanesques. Il attire les choses romanesques. Donc, dans les images qu'il avait faites, qui pour lui avaient aucun intérêt, il avait filmé cette jeune femme qui lui servait d'interprète et qui adorait le français. Et donc, il avait filmé sa famille, et puis elle chantait, on la voit chanter et tout. Et donc, il avait des images de cette jeune femme avec son fiancé, avec sa mère, qui c'est vrai qu'a priori n'avait pas énormément d'intérêt. Il rentre à Paris, je me souviens, on se voit assez vite, il était un peu, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et il apprend, quelques jours, semaines après, je ne me souviens plus, que cette femme qu'il a filmée s'est fait sauvagement assassiner. C'est incroyable. Et du coup, il m'a dit, je retourne à Kotelnitch,
pour l'enterrement, pour essayer de comprendre, pour essayer de voir. Et il en a fait un film, justement, incroyablement romanesque, parce que surgissait la tragédie, en plus en Russie, donc avec tout ce que ça comporte de romanesque, justement. Et voilà. Et donc, il est reparti, il a retourné des images de l'enterrement, de la mère, du fiancé, de toutes sortes de choses. Il est revenu, et il est revenu effectivement avec des tonnes et des tonnes d'images. Et là, il a fait un travail de montage avec une monteuse. Il disait aussi que l'intelligence de la production, de la productrice en l'occurrence, c'était de laisser le temps du montage nécessaire. Oui, mais en l'occurrence, l'intelligence de la productrice dans ces cas-là, si moi je démarche un homme comme Emmanuel Carrère, qui n'a jamais fait de cinéma, en lui disant « si vous voulez faire du cinéma, j'ai envie de vous accompagner », il faut aller jusqu'au bout de ce raisonnement-là, c'est-à-dire de laisser cet homme atypique suivre son propre chemin. Donc, le laisser faire les images qu'il veut, se dire de toute façon, il y aura quelque chose. En plus, avec Emmanuel, il y a toujours des surprises. Et laisser le temps du montage, effectivement, pour que ça surgisse. Faire confiance à son intelligence, faire confiance à sa créativité pour faire surgir quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai l'impression que c'est normal, que c'est pas... À t'entendre, on a l'impression que le métier de productrice, tel que tu le conçois, en tout cas, il y a un aspect propédeutique, donc permettre à une naissance... Dis-moi ce que c'est, ce que ça veut dire propédeutique. Ça fait savant. C'est permettre de naître, au film de naître, d'accompagner sa naissance. Et donc la question artistique, elle se pose où pour toi dans l'accompagnement de la production? Est-ce que c'est, comme le disent certains producteurs, souvent avant et après le tournage, puisque le tournage serait plus le lieu du réalisateur? Est-ce que c'est également comme ça que tu considères les choses? Alors, en tout cas, c'est vrai que le travail du producteur, c'est de faire naître un film. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est à partir d'une idée, à partir de quelque chose qui germe dans la tête d'un artiste, d'un créateur, de l'accompagner pour faire sortir cette idée et le transformer en film qu'on voit sur un écran. Et donc, ça, ce travail d'accompagnement et d'accoucheur, d'une certaine manière, c'est en cela que c'est très créatif. Le travail de la production. Et je dirais que il y a beaucoup de moments et beaucoup de stades où ça s'exprime de manière plus fluide. Mais, et c'est vrai que le seul moment où le producteur doit s'effacer, c'est le tournage. Parce que le tournage, le réalisateur est entouré de son équipe, qui sont des gens qui lui apportent énormément en termes de création aussi, puisque chacun amène sa spécificité, sa spécialité et son talent spécifique. Et donc, le réalisateur, il s'entoure de tout ça et il se concentre là-dessus. Donc, le producteur doit s'effacer à ce moment-là. Et puis, pendant le tournage, évidemment, le réalisateur se consacre à ses acteurs aussi, qui sont quand même l'âme des films. Donc, le producteur doit s'effacer. Mais un tournage, quand on pense qu'un film, ça dure 2 ans, le tournage, ça dure 2 mois. Donc, il y a énormément de temps et de moments où c'est important d'accompagner et d'exprimer sa création. C'est-à-dire que c'est pas évidemment au moment du la lecture du scénario, la discussion sur le casting, la discussion sur la manière d'envisager le film. Après le tournage, on s'efface. Après la vision des rushs, la vision du montage, et puis la manière après dont on va diffuser et présenter et communiquer sur le film, il y a plein de moments où le producteur accompagne et apporte de qui il est aussi. Alors, quels sont les différents types de dialogues que le producteur peut avoir avec aussi les différents réalisateurs? Je pense spécifiquement dans ce documentaire, par exemple, est-ce qu'il y a aussi un dialogue économique qu'on peut avoir avec le réalisateur? Oui, alors il ne faut pas oublier qu'un film, c'est cher. Alors le documentaire, c'est peut-être pas le plus cher, c'est sûr, mais un film, c'est aussi une aventure économique. Et donc, il y a un budget, il y a un financement et un budget. Et le producteur
porte ça sur ses épaules. Donc, c'est évidemment, il faut en tenir compte. C'est très important. Et je pense que le talent du producteur, c'est de faire comprendre, enfin, c'est pas de faire comprendre, c'est d'emmener le réalisateur, d'accompagner le réalisateur là où il veut aller, dans le contexte le contexte économique qui est celui du film, et d'expliquer au réalisateur quel est le contexte économique du film. Et donc, une fois qu'on l'explique, lui, il sait quelles sont les limites. C'est ça le talent du producteur, c'est ça, c'est de lui faire comprendre. Il sait qu'il y a des limites, de lui faire comprendre quelles sont-elles, et ensuite, à l'intérieur de ça, il peut se mouvoir comme il veut. Alors, vous avez parlé de pas mal de réalisateurs avec qui vous avez travaillé. Vous avez construit une relation profonde avec certains. En tout cas. Enfin, il y a une fidélité avec certains réalisateurs. Profonde aussi. Comme Philippe Leguet. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une fidélité entre producteurs et réalisateurs? Oui, alors ça, c'est aussi un sujet très touchy, parce que on fait des films avec L'aventure d'un film, c'est très fort, c'est très intense, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, du coup, ça crée des liens très forts entre le réalisateur et le producteur. Et puis, en plus, c'est jeté au monde. Et puis, il y a aussi d'autres gens qui interviennent, les acteurs. C'est très intense à faire un film. Donc, on a l'impression d'avoir vécu une aventure unique. Donc, après, à l'aventure d'après, le réalisateur, il n'est pas obligé de continuer avec vous. Il n'y a personne qui l'oblige. Mais s'il décide de ne pas le faire, c'est vrai que ça peut être perçu comme une trahison ou comme quelque chose de triste, ou en tout cas d'injuste. Et ça arrive. Est-ce que l'inverse, on ne se demandera pas non, mais existe aussi? C'est-à-dire que toi, tu décides de ne plus vouloir travailler avec tel ou tel cinéaste? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, oui, évidemment, puisque, comme je vous disais, pour moi, le plaisir, c'est la relation avec le réalisateur ou la réalisatrice. Si ça ne s'est pas passé exactement comme... non, pas exactement, évidemment, ça ne se passe jamais exactement. Mais si cette relation n'a pas été épanouissante ou satisfaisante, il n'y a pas de raison de se faire du mal et de continuer, ça c'est sûr. Mais par contre, quand ça s'est passé très 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 bien, en général c'est rare que ça ne se poursuive pas, mais quand ça s'est passé bien et que ça ne se poursuit pas, c'est toujours compliqué. Et en même temps, je pense que les réalisateurs ne sont pas obligés d'être fidèles, de même que les producteurs ne sont pas obligés d'être fidèles. C'est quelque chose, mais et justement Philippe Leguet, c'est un très bon exemple, parce que Philippe Leguet, j'ai fait 4 films avec lui. Frédéric, tu disais que je viens de finir un tournage, c'est un tournage de Philippe Leguet. C'est donc le 4e film que je fais avec lui. Et pendant ces 20 ans, 15 ans, je ne sais plus, depuis le premier film, c'était Le Coup de la vie, c'était en 2002, donc ça fait presque 20 ans. Il a fait d'autres films avec d'autres producteurs. Mais Philippe a cette élégance, cette manière de faire qui est que, et pour moi, et pour les autres producteurs, et pour lui, ça s'est toujours fait de manière très fluide. C'est-à-dire, soit c'est des films que moi, je sentais moins, je me disais, moi, je n'arriverais pas à les défendre, donc il allait voir d'autres producteurs. Dès le moment où il faisait des films avec les autres producteurs, c'était logique, puisqu'il avait créé cette relation qui propose d'autres projets. Enfin, c'est un exemple de fluidité. Il n'y a jamais eu je ne me suis jamais sentie trahie. Je pense que Philippe non plus. Les autres producteurs, c'était logique qu'ils refassent des films avec moi. Enfin, il y avait quelque chose. Par contre, il y a d'autres exemples où c'est plus douloureux. C'est comme dans la vie. Hein. Et cette relation, quelles sont par exemple les différences quand la productrice va travailler avec un réalisateur ou une réalisatrice qui ne vient pas exactement du cinéma, par exemple dans la littérature, parce que vous avez fait plusieurs films d'écrivains. Quelles sont les spécificités, alors, par exemple, de cette relation? Alors ça, c'est l'exemple, c'est les premiers films. C'est-à-dire que j'ai fait Emmanuel Carrère, c'est son premier film, Riyad Sattouf, c'était son premier film, Jean-Philippe Toussaint, c'était son premier film. Et du coup,
je pense pas que ça soit différent du fait qu'il soit écrivain, mais je pense que la similitude, c'est le fait que ça soit des premiers films. Et donc, ces trois personnes-là, je rajouterai Nadine Labaki, avec qui j'ai fait plusieurs films, dont son premier Caramel, Louis Garrel, dont j'ai fait le premier film, maintenant Emmanuel DeVos, Mona Achache, dont j'ai fait le premier film Le Hérisson. Il y a dans tous ces exemples-là, même s'ils sont très différents les uns des autres, un point commun qui est, et ce que j'adore, et c'est pour ça que je veux continuer jusqu'à la fin de ma carrière à faire des premiers films, il y a quelque chose d'unique parce que c'est la première fois pour eux. Et donc, il y a un enthousiasme, il y a un émerveillement, il y a une angoisse, évidemment, mais l'angoisse, de toute façon, elle reste, même pour les deuxièmes, troisièmes, elle s'éteint rarement. Mais il y a une foi, un émerveillement, je dirais, parce qu'il leur arrive, qui moi, me porte. Et je sens toute mon utilité là-dedans. Et du coup, je suis portée aussi. Toute l'énergie qu'ils ont, ils me la renvoient. Et c'est un échange. Et même si Emmanuel Carrère, Riyad Satouf, Rachid Jaidani, Louis Garrel, Nadine Labaki, ils sont très différents les uns des autres. Mais ce point commun-là, cette envie de réussir son premier film et cette confiance qu'ils mettent dans le producteur qui va leur permettre de faire ça. Et du coup, l'échange qu'on a, il est merveilleux. Et ça, je suis vraiment, j'ai envie de le vivre encore et encore et toujours. Alors, et je vais le vivre avec Emmanuel DeVos. Oui. Donc, avant de passer à la troisième partie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce nouveau projet, donc Emmanuel DeVos, qui n'est pas une débutante dans le cinéma, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, est-ce que c'est Mais c'est un premier film. Ça va être son premier film comme réalisatrice. Oui. Donc, c'est la même... Alors là, je connais Emmanuel depuis La Moustache. C'est pour ça que je vous demandais qui est le premier film de fiction d'Emmanuel Carrère que nous avons fait ensemble. Et donc, j'ai rencontré Emmanuel à ce moment-là et on est devenus très amis. C'est une femme extrêmement intelligente, extrêmement sympathique. Et La Moustache, c'était en 2005, donc ça fait 15 ans qu'on est amis. On a fait d'autres films, on a fait un film de Jérôme Bonnel ensemble aussi. Et puis, elle fait une petite apparition dans Les Beaux Gosses. Et donc, on se voit très régulièrement. Et puis, évidemment, quand elle a eu envie de faire un film comme réalisatrice, elle m'a demandé si ça m'intéressait. Et j'en étais très touchée parce qu'on est très amis. Mais Emmanuel, elle connaît énormément de gens dans le cinéma. Et elle connaît beaucoup d'autres producteurs et tout. Et donc, j'étais très touchée qu'elle me demande si ça m'intéressait. Elle m'a parlé de son projet, que j'ai trouvé incroyablement original, singulier, avec des idées de cinéma tout le temps. Et du coup, évidemment, je lui dis oui, je veux absolument t'accompagner. Et ça fait maintenant près de 2 ans qu'on travaille sur le scénario, enfin qu'elle travaille sur le scénario, parce que c'est un film elle n'a pas choisi la facilité. C'est un film qui se passe en 1913 et en Irlande. Donc pour un premier film, il y a beaucoup d'obstacles et de difficultés. Et puis, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Donc le scénario, on a eu une aide au développement du CNC. Et puis la Fondation Gann. Et puis ça c'est récent, oui, mais oui, voilà exactement. Et donc c'est maintenant on est, je pense, à l'état abouti où la version du scénario est aboutie, où on a, comme vous avez cité tout à l'heure, 2 actrices merveilleuses, Anaïs de Moustier et Doria Tillier, qui nous ont donné leur accord. Et donc maintenant, je commence la 2e étape après le scénario de la production, c'est-à-dire le financement. C'est-à-dire que ça, première étape, on trouve le réalisateur, le sujet, on développe, on investit dans le scénario pour essayer d'avoir vraiment le meilleur scénario possible. Et une fois qu'on a ça, le producteur attaque sa 2e étape, c'est-à-dire le financement du film. Et va voir un certain nombre de partenaires pour essayer de convaincre pour participer à cette aventure, trouver les financements pour pouvoir faire la 3e étape, c'est-à-dire la fabrication. Je vais prendre un petit peu d'eau. Oui.
On va profiter pendant que tu prends l'eau pour que Gaët, qui est notre troisième étudiant, à te poser des questions, qui va nous présenter le nouvel extrait peut-être. Donc tu peux voir pendant l'extrait aussi si tu veux. Donc, déjà, rebonjour. On a bien évoqué Nadine Labaki plusieurs fois. Peut-être c'est l'heure de parler des films de Beyrouth et de Nadine Labaki. On va passer un extrait de Maintenant on va où, film que vous avez produit en 2011. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Je confuse le synopsis de Caramel avec ce film, comme les deux films qui sont produits par vous. Mais je suis sûr que c'est le film qui parle des deux amoureuses qui vient des cultes différents, non? C'est ça. Donc on va voir un extrait de celle-là. Et maintenant on va où? Avec plaisir. وهيدي اللي بعرفها منيح هيدي انا ايه وهيدي مين دخلك هاي كاتيا مثل شوف لي تطلعي تشوف ايه هيدي كاتيا لايك اني نشخلعوا بس مش هالقد يعني زي دينا كمان هيدي مين دخلك مش عم فقل هيدي هاي بعد في وحده هيدي مين هي نحن منقيينا شوفي لي تشوف هيدي تشوف هاي اللي بدي يعطينا اياها بظهر البايعه وكسايدة عشو جايبينها هاي؟ ما انت احلى منها دخلك انت حتى دمك ما تكون عباد الشياطين هاي وما على شي دخلك اللي عنا بدهم 100 شيطان حتى يرتدوا عن بعضهم يا بالعمى قلت له خرب انا قلت له فجرها Gaët, la première question. Donc, comme on a évoqué là, Nadine Labaki, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est l'histoire des films de Beyrouth et comment vous avez cette goût pour aller vraiment loin de l'Europe. Et plus précisément, est-ce que le travail de compagnon est différent dehors d'Europe? Et pourquoi créer une maison d'accompagnement? Et pourquoi créer une maison de production aussi au Liban? Ce qui pose la question des cinémas du monde, puisque toutes les cinématographies n'ont pas la chance d'avoir des aides comme on peut en avoir en France ou en Belgique. Donc, il faut travailler avec le Liban. C'est cette question-là qui se pose, j'imagine. Alors, ça, c'est encore une merveilleuse aventure de ma vie. C'est-à-dire que j'ai été... ça a commencé en 2003, où j'avais été invitée à Beyrouth pour présenter un film que j'avais coproduit, qui est un film italien qui s'appelle Respiro, qui est un très beau film, et qui avait été sélectionné dans un festival à Beyrouth. J'avais présenté le film, et à l'issue de la projection, une jeune femme est venue me voir, qui avait beaucoup aimé le film, et qui m'a dit « c'est merveilleux », et elle m'a dit « écoutez, moi, je fais des clips pour les chanteuses arabes ». Elle était d'ailleurs assez connue pour faire des clips pour les chanteuses arabes, mais je veux faire du cinéma, ma vie c'est le cinéma. Elle avait une manière de parler du cinéma qui transformait sa vie, qui m'a beaucoup émue. Cette jeune femme était Nadine Labaki. Et donc, j'ai été évidemment très impressionnée et touchée par elle. On a un peu parlé à l'issue de la projection, comme souvent à la fin d'un festival, on rencontre quelqu'un. Et elle m'a dit, est-ce que... je ne sais pas comment faire au Liban, il n'y a pas de structure de cinéma, il n'y a pas de producteur, enfin il y en a un peu, mais je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et j'ai été aussi une intuition, une envie, un plaisir de discuter avec cette jeune femme. Et je lui ai dit, écoutez, envoyez-moi un texte. Est-ce que vous avez une idée de film? Elle me dit, oui, je voudrais parler des femmes de mon pays. Donc je lui dis, envoyez-moi un texte et puis on verra, je peux éventuellement vous aider. Et puis, alors, l'anecdote qu'on se raconte avec Nadine, c'est qu'elle ne l'a pas fait. Et c'est moi qui, au bout d'un mois, parce qu'on avait échangé nos coordonnées, je me suis souvenue d'elle et je lui ai envoyé un message en disant vous ne deviez pas m'envoyer des pages. Et elle, ça lui a fait un choc en disant, mais une productrice française qui me dit, que j'ai croisée et qui m'encourage au point de se souvenir de moi et de me dire, envoyez-moi le texte dont vous m'avez parlé. Donc ça l'a vraiment boosté. Et elle m'a envoyé 15 pages qui étaient les prémices de Caramel, de l'histoire de Caramel.
Et du coup, moi, ça m'a plu. On s'est revus, je ne sais plus, à Paris, et elle continuait à me plaire. La manière dont elle parlait de ce qu'elle avait envie de faire, de comment elle envisageait les choses, elle m'a vraiment séduite. Et puis, après, je lui ai conseillé de s'inscrire à la résidence du Festival de Cannes. Donc, elle a fait le dossier, elle a été retenue. Donc, elle a passé 6 mois à Paris. Là, on a pu se voir et se connaître et apprendre à se connaître mieux. Elle a écrit le scénario de Caramel à Paris. Et puis, je faisais La Moustache à ce moment-là avec Emmanuel Carrère et Emmanuel DeVos et Vincent Lindon. Et puis, une fois que le scénario était fait, j'avais très envie de le produire. Et évidemment, moi, je me suis dit, je vais être la productrice française et au Liban, je vais trouver un producteur libanais et on va coproduire, comme les films qui se font dans les autres pays. Et je suis partie, donc c'était 2005, c'était l'été de la sortie de La Moustache. Je suis retournée à Beyrouth pour chercher des producteurs. Et j'ai rencontré, et j'ai pas trouvé, comme vous le disiez, comme on en parlait, je suis quelqu'un de très indépendant, j'ai envie de faire comme j'aime. Et les gens que j'avais rencontrés, c'était souvent, c'est comme souvent dans les petits pays, ce sont des réalisateurs, producteurs. En fait, ils font des maisons de production pour faire leurs propres films. Il n'y avait pas, maintenant il y a beaucoup, mais à l'époque, il y a 15 ans, il n'y avait pas de société de production vraiment établie. Et comme j'ai adoré Beyrouth, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce pays, j'ai eu un coup de foudre pour ce projet, pour tout ça. Je me suis dit... Et puis, comme je vous le disais au début, je suis belge. Donc moi, ça ne m'effraie pas de m'installer, enfin de faire quelque chose à l'étranger. J'avais déjà 2 sociétés, je me suis dit pourquoi pas une 3e. Et donc j'ai décidé, comme je ne trouvais pas de producteur libanais, comme je voudrais, j'ai créé une société de production à Beyrouth qui s'appelle Les Films de Beyrouth. Et j'ai produit Caramel en coproduisant, comme j'avais fait avec les films de l'Étang. C'est une coproduction franco-libanaise. En France, l'essentiel du financement, évidemment, venait de la France. Et au Liban, il y avait très peu de financement, mais j'en ai quand même trouvé un petit peu. Mais surtout, ça permettait au film de garder la nationalité libanaise. Et ça, c'était très important. Je l'avais compris tout de suite qu'il fallait que ce film ait une identité forte libanaise. C'était ça qui faisait l'intérêt du film. Ça ne pouvait pas être un film français. Il fallait qu'il ait aussi cet ancrage au Liban. Et du coup, j'ai gardé les films de Beyrouth et j'ai fait Et maintenant on va où, le 2e film de Nadine Labaki. Le 3e, Capharnaüm, c'est pas avec les films de Beyrouth, puisque Khaled Mouzanar, le mari de Nadine Labaki et son compositeur, est devenu son producteur au Liban. Donc, enfin, on a un peu changé la manière c'est Khaled qui a produit le film, et je suis aussi coproductrice de Capharnaüm, mais moins impliquée que les 2 premiers. Et maintenant, je vous parle de ça parce que ça me tient à cœur beaucoup. Depuis qu'il y a eu l'explosion au Liban, et puis je pense que ça va vous intéresser, depuis qu'il y a eu l'explosion au Liban, j'ai été très touchée par ça, parce qu'évidemment, je connais très bien le Liban, j'y vais très souvent, j'ai beaucoup d'amis là-bas, puis le cinéma s'est vraiment développé. Avec le CNC et avec le président du CNC, Dominique Boutonnat, qui a été très sensible aussi à tout ça. On a été à Beyrouth en octobre. Le CNC a dégagé un fonds d'urgence pour le Liban qu'ils ont, je le dis, ils n'ont pas pris de l'argent au cinéma français, ils ont débloqué de l'argent réservé qui n'avait pas pu être utilisé à cause de la crise du Covid pour le cinéma du monde. Et ils ont... donc Dominique Boutonnat a créé ce fonds d'urgence pour le Liban. Nous sommes allés au Liban en octobre et on a créé une commission que je préside pour aider le cinéma libanais. Et la semaine dernière, j'ai présidé cette commission qui était composée de 3 membres français et 3 membres libanais, et on a aidé une 20aine de projets libanais à continuer et à reprendre. Et donc il y a un lien vraiment maintenant qui s'est instauré entre la France et le Liban, qui existe depuis longtemps. Enfin, il y a vraiment une tradition. Mais ce fonds d'aide d'urgence leur a fait un bien fou, aussi psychologiquement, et
permis à l'industrie de redémarrer un petit peu, mais en tout cas, ça a fait du bien, quoi. J'ai une petite question. Vous avez dit avant que tous les films sont faits de la même façon. Vous avez toujours la même sensation par rapport aux films qui étaient faits au Liban? J'ai dit que tous les films se faisaient de la même façon? Non, je pense pas. J'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu ça. Je crois pas, mais on était en train de parler de la différence entre la Belgique et la France et le système d'aide. Donc peut-être vous avez dit ça coûte la même chose pour faire. Oui, mais chaque film est tellement unique que il peut pas se faire de la même façon. C'est tellement non, ce qui est vrai, c'est que le système de financement d'un film en France et en Belgique est à peu près le même, puisque les films belges sont coproduits par la France. Donc, il y a des petites différences, mais... Il y a des petites différences, mais il y a des comme fonds par exemple, publics. qu'il est très difficile en Belgique de faire un film du côté francophone sans l'aide de la Commission, alors qu'il y a des films en France qui se font sans le CNC. Et comment, et plein. Oui. Mais en règle générale, il y a, en Europe en tout cas, il y a des fonds publics, donc le CNC ou la Commission, le fonds de soutien en France. Il y a les télévisions, très importants, les préachats des télévisions. Il y a les distributeurs qui avancent de l'argent. Il y a les régions maintenant, en France et en Belgique. Oui. Et il y a les coproductions étrangères. C'est à peu près les sources de financement, plus les Sofica. Puisqu'on parlait de Dominique Boutonnat, son arrivée donc, au CNC disait, quand il est arrivé, il a dit qu'il fallait qu'il y ait plus de fonds privés aussi pour le cinéma, et un équilibre à faire entre argent public et argent privé. Et puis est arrivée la période qu'on traverse tous de la pandémie et qui repose toute une série de questions, en tout cas pour le cinéma en salle. Et donc, est-ce que toi, de ton point de vue de productrice, est-ce qu'il y a des changements dans la manière de produire, dans l'évolution que tu as vue depuis que tu as commencé à faire de la production, face à la crise sanitaire qu'on traverse, est-ce qu'il peut y avoir des incidences sur la distribution? Je ne demande pas d'être un devin, puisque personne ne le sait, mais est-ce que tu as quand même des envies, des idées, des réactions par rapport à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Alors déjà, je pense que depuis que j'ai commencé, je voudrais quand même après ou avant répondre à votre question par rapport au Liban, puisque vous me demandiez comment était si on faisait du cinéma au Liban de la même manière qu'ici, qu'en Europe. Non. En tout cas, le financement ne peut pas. Il n'y a pas de financement au Liban. Donc, le financement des films au Liban, ce sont des fonds privés. Alors là, pour le coup, quand il y a des fonds privés. Miraculeusement, quelqu'un peut être séduit par un projet. Et il y a les coproductions avec des pays qui ont des aides au cinéma du monde, comme la France. Mais sinon, il n'y a pas d'aide publique, il y a quand même quelques télévisions qui mettent alors c'est des télévisions du monde arabe qui mettent de l'argent dans certains films. Donc ils sont financés par les télévisions. Mais sinon, il y a très 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 peu d'argent dans le Moyen-Orient pour faire des films. Mais les films coûtent beaucoup moins cher aussi, évidemment. Parce que c'est ça. Okay. En Europe, les films coûtent très cher. Et en France, en particulier, les films coûtent très cher. Et là, je rebondis sur ta question. La vraie différence, une grande différence qu'il y a entre avant la crise et après la crise, c'est le coût, mais ça fait depuis quelque temps, le coût des films diminue. Le coût moyen d'un film est beaucoup moins important maintenant qu'avant. Et on va vers une diminution des coûts, ça c'est sûr. Je pense, c'est une pente. Et ça peut être une contrainte qui amène d'autres formes de création, ou c'est uniquement une contrainte? Oui, certainement. Non, c'est-à-dire qu'il faut pas. C'est compliqué parce que il y a eu beaucoup d'excès. Il y a eu des films qui coûtaient, sur le papier, on voyait des chiffres, on se disait mais où, comment, quoi, c'est pas. Mais maintenant, il y a de plus en plus, depuis quelques années, de films qui se font pour moins d'1 million d'euros. Mais moins d'1 million d'euros, ça veut dire que, en fait, ce sont les gens qui travaillent pour ces films qui ne sont pas payés. Et donc ça, c'est pas bien non plus. C'est-à-dire que c'est pas. Il y a beaucoup de fantasmes, même de réalisateurs qui disent je veux faire un film pas cher, je veux faire un film sauvage. Mais en fait, ça c'est bien pour être souple, pour être mobile, pour faire des choses. Mais c'est pas bien parce que les gens, du coup, les collaborateurs, les techniciens, les fournisseurs
ne sont pas payés, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Donc, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre, absolument. Et en général, je pense la grosse moyenne des films trouve un équilibre. Mais oui, pardon. Non, pardon, si vous avez. J'ai bien envie de vous demander, comme quand vous êtes installé en France et en Belgique par rapport à votre société de production, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de harmoniser les règles de production ou les règles d'aide tout au long de l'Europe? Elles sont pas mal harmonisées quand même. Oui. Je pense qu'il y a quand même l'Europe harmonise. Enfin, déjà, il y a les fonds européens. Il y a des formes juridiques, enfin, il y a des cadres juridiques, des contrats qui sont valables dans toute l'Europe. Donc il y a quand même beaucoup, il y a une harmonisation qui est déjà bien en place. Et je pense qu'il y a aussi des accords, le CNC a des accords de coproduction, et je pense le Centre du cinéma en Belgique aussi, a des accords de coproduction bilatéraux avec un certain nombre de pays. Donc c'est relativement facile, en Europe en tout cas, c'est relativement facile de coproduire avec un autre pays européen. Parce que bon, il y a des règles à respecter, ce qui est normal, parce que chacun défend quand même son industrie. Et donc chacun encourage, fait en sorte qu'il y ait le maximum de techniciens, le maximum de dépenses faites dans son pays et tout ça. Mais il y a quand même une harmonisation, et tant mieux, et heureusement, qui permet quand même d'encourager les films à se faire. Moi, j'ai fait beaucoup de films de coproduction avec l'Italie aussi. Et grâce à ces accords bilatéraux, grâce à l'Europe, c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est faisable, quoi. C'est pas la jungle. Alors, ce sera la dernière question avant de donner la parole à la salle, puisqu'on a une tradition, c'est qu'on donne la parole à la salle aussi aux étudiants qui sont présents ici malgré la période qu'on connaît. Il y a quelques étudiants présents dans la salle quand même, les étudiants du master. Donc, dernière question pour la salle de cinéma, justement, puisque tu as commencé à produire. La situation de la salle était différente qu'aujourd'hui, la question de la distribution. Donc, est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui à l'heure des plateformes numériques? Bien sûr. Alors déjà, la distribution, en ce moment, en décembre 2020, la distribution, c'est la catastrophe. C'est vraiment le secteur qui est le plus touché, qui est le plus endommagé. On est tous touchés, hein, vraiment, et les exploitants, évidemment. Mais je pense que les distributeurs... C'est vraiment tragique. La salle de cinéma, moi, je pense, mais je n'en sais strictement rien, qu'il y aura toujours un attrait pour aller voir un film dans une salle. Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression que j'aurais toujours envie d'aller voir un film dans une salle de cinéma. Donc, je pense que ça existera toujours. Mais je pense aussi qu'il y aura évidemment de plus en plus de films sur les plateformes et qu'il faut non seulement en tenir compte, mais jouer avec eux. Enfin, c'est un partenaire qui est naturel maintenant. Et donc, tout est une question d'équilibre, d'adaptation aussi. Il y a certains films qui sont faits pour la salle, et il y a d'autres films où c'est pas la peine. On peut aller directement sur une plateforme, c'est pas grave. Je crois, moi... Encore une fois, je suis café du commerce, là. Hein. Je pense que la salle existera toujours. Alors, toute dernière question avant de donner vraiment la parole à la salle, c'est le cas de le dire. Ton rapport avec les distributeurs, parce que tu produis les films, mais tu ne les distribues pas. Donc, est-ce que c'est important pour toi d'accompagner les films aussi jusque dans leur diffusion, et comment on fait quand on mandate un distributeur? Alors oui, c'est très important. Donc ça, c'est la 4e étape ou 5e étape du métier de producteur. Il y a le développement du scénario, la fabrication du film, donc le tournage, non, le financement, pardon, le scénario, le financement, le tournage, la post-production. Donc là, le film est fabriqué. Et ensuite, la dernière étape, c'est la mise au monde. Et la mise au monde du film, c'est-à-dire sa diffusion, ça se fait avec un distributeur. Et donc le rapport entre le producteur et le distributeur est évidemment essentiel, parce que le film, il est fait, il est fini, on peut le voir en petit comité, en petit groupe, mais après, il faut qu'on réfléchisse à la manière de le présenter
comment on va communiquer sur le film, quel genre d'affiche on va faire, quel genre de bande-annonce, dans combien de cinéma on va le sortir. Tu aimes participer à toutes ces questions, à tous ces débats. C'est fondamental. Enfin, c'est obligatoire. Je pense qu'aucun producteur ne dira bah non, moi je m'en fous. Est-ce que tous les distributeurs acceptent qu'il y ait ce genre de discussion? Oui, bien sûr. Et je pense qu'un distributeur en a besoin aussi. Oui, je ne peux pas imaginer un distributeur qui dit il peut y avoir un peu des rapports de force, il peut y avoir des rapports de pouvoir. Le nombre de copies, par exemple. Sur le nombre de copies, ou un distributeur qui dit non, mais on sait mieux que vous, ou un producteur qui dit non, c'est mieux. Enfin, mais c'est normal. Ou la traduction d'un titre, peut-être. Sur les titres. Sur la traduction dans un autre pays, peut-être. Oui, alors ça, sur un autre pays, c'est différent, parce qu'il y a le distributeur dans son propre pays, on a un rapport qui est plus fusionnel. Les distributeurs dans les autres pays, quand on a la chance de vendre le film dans les autres pays, on les connaît moins. On a un mandataire, un vendeur qui vend les films dans les autres pays. On est très content, et moi, depuis le temps que je fais ce métier, j'en connais un certain nombre dans les autres pays, mais sinon, ils font un peu ce qu'ils veulent. Quand vous donnez un film dans un autre pays, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais par contre, en France, c'est là où on habite, c'est là où le réalisateur habite, où les acteurs habitent, où ils vont faire la promotion. C'est évident que c'est très sensible. Donc, tout ce qui est communication, sortie, date de sortie, très important, la date de sortie. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, ça c'est sûr. Le nombre de copies, participer à un festival ou pas, comment on va faire, ça c'est crucial, et évidemment le producteur doit prendre sa part. Ça fait partie de l'accompagnement du film, du métier de producteur et du plaisir qu'on a aussi, puisque ce film on le porte et on a envie qu'il soit montré le mieux possible. Par exemple, juste parce que j'ai une curiosité, par exemple, par rapport au festival est-ce qu'il y a cette conversation avec le distributeur aussi pour choisir quels sont les festivals qui vont être... Absolument, bien sûr. Alors, il y a des festivals évidents en fonction de la date où vous êtes. Il y a des films... Bon, Cannes, si vous avez un film qui est prêt en mars, ou même si vous avez un film qui est prêt en janvier... tout de suite, on se dit, est-ce qu'on le présente à Berlin ou est-ce qu'on attend Cannes, en fonction du film qu'on a, évidemment. Il y a des films qui sont absolument, ça ne sert à rien d'attendre ni Berlin, ni Cannes, ni rien du tout. Mais donc, en fonction de la date, la première question évidente, c'est quand le film sera terminé, parce que tout le monde a dans la tête, en fonction de la date, on le présente soit à Berlin, soit à Cannes, soit à Venise. Cannes étant le numéro 1 au-dessus de la pyramide. C'est un réflexe et on n'a même pas besoin de le prononcer, c'est une évidence. Après, il y a d'autres festivals, une fois qu'on a trouvé la date de sortie, il y a des festivals plus petits mais très intéressants où le distributeur dit il faut absolument aller le montrer dans tel ou tel endroit, ça fait partie de la stratégie de sortie. Mais oui, on en discute ensemble, bien sûr. Alors, c'est le moment de passer la parole aux étudiants qui sont dans la salle. Donc, je ne sais pas si je vois mal parce qu'on est en contre-jour. Ah, voilà. Donc, si vous pouvez parler fort, et donc je te demanderai, Anne-Dominique, de reprendre la question puisqu'il n'y a pas de micro dans la salle. Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est vraiment très précieux pour nous en tant qu'étudiants encore à la fac. J'ai éventuellement 2 questions, si possible. La première, en fait, avec tous les cinéastes que vous avez cités, dont vous avez produit le premier long métrage, et d'autres dont vous n'avez pas produit les premiers longs métrages, qu'est-ce qui se lève pour vous en tant que productrice comme différence entre des cinéastes plutôt débutants et d'autres qui sont plutôt expérimentés? Alors, la différence entre un cinéaste débutant et un cinéaste expérimenté... Ton choix aussi, parce que tu as produit beaucoup de premiers longs métrages, mais parfois aussi tu produis des cinéastes qui ont déjà fait un film avant que tu les produises. Oui, mais pas tant que ça, en fait. Parce que, par exemple, je réfléchis là, Philippe Leguet, quand j'ai produit la première production que j'ai fait avec lui, c'était pas son premier film, mais il n'était pas dans une phase extrêmement ascendante à ce moment-là. Donc, c'était comme un renouveau pour lui. Donc, c'était un peu comme la même chose. Et sinon...
Qu'est-ce que je réfléchis? Non, mais souvent, c'était des premiers, et puis après, forcément, c'est les deuxièmes, les troisièmes ou les quatrièmes de metteurs en scène que j'avais, que j'avais accompagnés. Alors, donc, je ne vais pas répondre exactement à votre question, la différence entre un cinéaste débutant ou expérimenté, mais je vais répondre à une question qui ressemble. C'est la différence entre un premier film et un deuxième ou troisième du même cinéaste. Et ça, c'est compliqué à gérer. Surtout, et j'ai eu la chance d'avoir produit plusieurs premiers films qui ont été des succès. Caramel de Nadine Labaki a été un succès. Les Beaux Gosses de Riyad Satouf a été un succès. Louis Garrel, Les Deux Amis, a été un succès d'estime en tout cas. Donc c'est compliqué c'est très compliqué pour eux de faire le deuxième film après un succès. C'est très compliqué. On a une pression vraiment énorme parce qu'on a envie de bien faire, on est attendu, tout le monde vous saute dessus. Quand on fait Caramel ou quand on fait Les Beaux Gosses ou quand on fait Le Hérisson, tout le monde a envie de vous produire après. Et donc tout le monde vous fait la danse de cette voile et tout le monde vous dit « Ah mais c'est génial » et tout ça. Donc c'est très très compliqué d'être confronté à ça et de gérer ça. Donc le producteur a une responsabilité aussi là-dedans, mais c'est difficile parce que ça n'a rien à voir avec l'ambiance du premier film. Et donc, alors, il y a aussi le cas de figure où le premier film n'est pas un succès, et donc c'est une autre sorte de complication. Mais faire le deuxième film, c'est le plus difficile. C'est vraiment le plus difficile parce qu'il y a des émotions à gérer qui sont pas simples et pas porteuses. Donc il faut surmonter ça. En t'écoutant, j'ai envie de te poser une autre question sur est-ce que le producteur est aussi celui qui doit protéger le cinéaste de la pression extérieure? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous devez accompagner un réalisateur, faire en sorte que l'idée qu'il a et qui vous a séduit devienne un film. Donc pour tout faire ce long chemin, il y a des moments où c'est compliqué parce que le cinéaste lui-même a une pression ou un blocage ou une angoisse où ça ne va pas. Donc le rôle du producteur, c'est aussi de faire en sorte de le rassurer pour qu'il puisse avancer, qu'il puisse passer à une étape suivante, pour qu'il puisse diluer ses angoisses pour avancer. Donc c'est une partie très importante du métier de producteur, enfin de la fonction du producteur. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être on va passer la parole à quelqu'un d'autre, on reviendra à vous après parce qu'il faut que ça tourne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Oui. Oui, moi c'est une question un peu précise sur le montage de Retour à Kotelnitch, c'est ça? Donc vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'en parler bien, mais comment ça se passe en fait un montage en un an? Est-ce que financièrement ça n'a pas été, enfin ça l'est toujours j'imagine difficile, mais même au niveau de la monteuse, est-ce que parfois... Alors déjà, vous me posez la question sur le montage de Retour à Kotelnitch, qui est en fait un documentaire, comme c'était le seul effectivement documentaire que j'ai jamais produit. Donc la production et la fabrication d'un documentaire et d'un film de fiction est assez différent. C'est-à-dire que c'est vrai que le montage d'un film de fiction, c'est très cadré. Il y a un nombre de semaines, il y a la monteuse, l'assistante, après hop, on passe au montage son, on fait tout ça. Et c'est très cadré, c'est très anticipé. Alors qu'un documentaire, avant même de savoir comment ça va se passer, avant même de savoir que c'est Emmanuel Carrère qui a besoin de temps, c'est beaucoup plus souple. Et donc, on avait, je me souviens, j'ai coproduit ce film avec Raphaël Berdugo, qui à l'époque avait une société qui s'appelait Roissy Film, maintenant ça s'appelle Cité Film, et il avait dans son bureau une salle de montage. Et donc, on ne louait pas de salle de montage. Emmanuel et sa monteuse allaient travailler dans les locaux de Roissy. Et donc, ça pouvait durer le temps que ça durait. Avec Camille Cotte, la monteuse, je ne me souviens plus très bien parce que c'était il y a longtemps, mais j'avais certainement un accord. C'était pas un nombre c'était pas un tarif à la semaine comme une monteuse de fiction. Donc, pour les documentaires, il y a quand même une souplesse parce que sinon, effectivement, on ne pourrait pas assumer ça. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. 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 Bonjour à toutes et à tous. J'aurais une question par rapport à votre entourage proche de collaborateurs, sur notamment alors, la production, le tournage,
sur le tournage, le scénario et puis le distributeur. C'est-à-dire, donc votre entourage, pour résumer, votre entourage en termes de production, quand vous laissez un petit peu, vous dites bien un peu le réalisateur travailler au moment du tournage, quels sont vos relais sur le tournage? Et donc directeur de production, éventuellement quand vous déléguez aussi, ou dans certains cas vous travaillez avec d'autres métiers de la production. Le scénario, quand vous dites que vous êtes en développement, est-ce que vous faites appel au même scénariste? Est-ce que vous avez vos collaborateurs proches? Et au moment de faire vivre le catalogue pour les distributeurs, surtout en période de Covid, est-ce que c'est pareil, une relation avec certains distributeurs? Et comment est-ce que, du coup, on vous recède des droits? C'est pour un certain nombre d'années? Alors, il y a beaucoup de questions là-dedans. Donc, en tout cas, c'est comment je travaille et avec qui. La fidélité aussi de ton entourage, de l'équipe. Oui, mais non, mais en même temps, justement, il n'y a pas tant de fidélité que ça. Une société de production indépendante, c'est très petit. Il y a, je suis en permanent chez moi. Il y a 2 personnes et demie. Il y a mon assistante, qui est très importante et qui est tout le temps là depuis très longtemps, Élodie, et une comptable, et quelquefois quelqu'un qui est chargé de la post-production ou justement du catalogue ou du stock. Et c'est tout. En fait, les sociétés de production indépendantes, et ça c'est un avantage et c'est un atout, c'est qu'il y a très très peu de personnel. Enfin, je parle de la mienne, hein, je pense qu'il y a d'autres producteurs qui ont besoin d'avoir beaucoup de monde autour d'eux, mais moi, c'est très resserré. Ce qui fait que dans les périodes où il n'y a pas de film, je ne suis pas assommée par les frais généraux. Et je peux très bien passer des mois à développer des films, à rechercher des choses et tout, sans avoir besoin de faire tourner la machine. Par contre, sur chaque film, il y a des collaborateurs très précis. Alors, pour répondre à votre question, sur le scénario, il y a le réalisateur, souvent, est aussi scénariste, et puis il y a des co-scénaristes. Les co-scénaristes ne sont pas toujours les mêmes qui viennent de la production. C'est en général un choix du réalisateur, sauf quand ce sont des premiers films ou des gens qui ne connaissent pas, et donc ce sont des conseils que je leur donne, mais c'est pour chaque projet, pour chaque réalisateur, pour chaque sujet, il y a des scénaristes qui sont différents. Il y a des gens qui sont plus... qui a plus d'affinité avec tel réalisateur ou avec tel sujet. Donc, à chaque fois, ce sont des gens différents. Et ce sont des collaborateurs extérieurs. Ils ont un contrat d'auteur spécifique à ce film. Après, pour le tournage, comme vous avez dit très justement, le directeur de production, c'est vraiment mon représentant sur le tournage. C'est lui qui fait le budget et qui gère le budget. Et donc, c'est lui, c'est le seul que je choisis moi. C'est-à-dire qu'une équipe de film, en général, c'est le réalisateur qui choisit les principaux chefs de poste avec qui il veut travailler, et chaque chef de poste qui choisit, c'est très hiérarchisé le cinéma, hein, et chaque chef de poste choisit ses assistants, etc. Et évidemment, quand il s'agit de premiers films, je peux leur conseiller, je peux leur présenter des gens, mais c'est jamais moi qui choisis, c'est eux, ils doivent se sentir en confiance et en osmose avec leurs collaborateurs. Le directeur de production, c'est le seul que je choisis moi, parce que c'est lui qui va gérer pour moi le budget du film. Mais encore une fois, c'est un technicien, un intermittent du spectacle, qui n'est là que pour ce film. Et pour chaque film, je change de directeur de production. Alors évidemment, il y a des fidélités, il y a le film de Philippe Leguet que je viens de terminer, le directeur de production qui s'appelle Jean-Jacques Albert, c'est celui avec qui j'ai fait Monsieur, le premier film que j'ai fait il y a 30 ans. C'était son premier film comme directeur de production, c'était mon premier film comme productrice, et on l'a fait ensemble. Et après, il a fait une super carrière, il a fait plein de gros films, mais les 4 films de Philippe Leguet qu'on a fait ensemble, c'était toujours avec le même directeur de production. Et lui, je suis complètement en confiance avec lui, je sais que ça ira très bien. La preuve, c'est que hier, on a fait une réunion sur la situation du dernier film de Philippe Leguet. Une situation, c'est la comparaison entre le coût réel et le devis. Et à la fin du tournage, on fait toujours une situation, et
c'est impeccable, comme toujours avec Jean-Jacques. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'être en confiance et d'avoir une certaine fidélité. Après, les distributeurs, c'est à chaque film, il y a le distributeur spécifique pour le film. C'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de films avec Pathé à une époque, parce que on avait une bonne entente, et puis je développais des projets qui les intéressaient, et on a fait 7 ou 8 films ensemble. Après, depuis quelque temps, je ne fais plus de films avec Pathé, je fais des films avec d'autres distributeurs. Donc chaque distributeur a une manière de travailler différente, et c'est pas l'entourage, pour répondre à votre question, du producteur. Je pense que ça doit être très restreint en permanent et très souple pour s'adapter à chaque projet. Alors, il y aura une dernière question dans la salle parce que le temps tourne et qu'on est pris par le couvre-feu. Alors, je reviens. Deuxième question. Allez-y. En fait, tourner un film entièrement à l'étranger, mais avoir des fonds en France, comment ça se fait? Alors, on peut tourner des films à l'étranger en ayant de l'argent en France, parce que la France est un pays merveilleux pour le cinéma. Et la Belgique aussi, évidemment. Mais en France, il y a une longue tradition d'aide au cinéma du monde. Et il y a un certain nombre d'aides, de fonds réservés, comme je vous le disais, même pour ce qu'on a fait pour le Liban. Mais là, le Liban, c'est exceptionnel, c'est une aide exceptionnelle. Mais il y a en France une aide au cinéma du monde qui est très importante et qui fait que des cinéastes du monde entier peuvent postuler pour être aidés financièrement par des producteurs français, avec des fonds publics français. Et donc, comme ça existe, les producteurs français s'intéressent aux cinéastes du monde entier, et pas que les producteurs, les distributeurs, les vendeurs internationaux. Il y a une tradition en France d'accueillir le cinéma étranger. Donc c'est pour ça qu'il y a des facilités pour que des cinéastes étrangers et des tournages à l'étranger soient produits par des producteurs français. Il y a une toute dernière question. Je ne suis pas étudiant, mais je pose la question. Quand on se lance dans l'aventure de la production, on est amené à choisir un nom de société. Ce nom de société, c'est une marque de fabrique, ça peut devenir un label, il a une importance. Donc il y a les films de l'étang, les films des tournelles. L'origine même du choix de chacune des sociétés, nom de société. Alors c'est une question sur le nom de mes sociétés de production, parce que c'est vrai que le choix du nom, c'est très important et ça dit beaucoup sur soi. Et donc moi j'ai 3 sociétés, j'ai les films des tournelles, les films de l'étang et les films de Beyrouth. Alors les tournelles, c'est un aspect particulier de ma vie, c'est qu'il se fait que je n'ai jamais changé d'appartement de toute ma vie. Comme je vous disais, je suis arrivée en France depuis Bruxelles. Je suis née à Bruxelles, mais je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans avec mes parents dans un appartement rue des Tournelles. Et je n'ai jamais, par le hasard de la vie, je n'ai jamais quitté cet appartement et je n'ai jamais quitté la rue des Tournelles. Et donc, les Tournelles, c'était le nom qu'employait tout le monde, mes amis, enfin, c'était chez moi. Et donc, quand j'ai dû créer une société, ça est tout naturellement, elle n'était pas du tout domiciliée rue des Tournelles, mais tout naturellement, j'ai décidé de l'appeler les films des Tournelles. Les films de l'étang, mes parents donc, sont revenus vivre en Belgique après avoir passé quelques années à Paris, et grâce à ça, je suis parisienne. Et ils ont une très jolie maison au bord des étangs d'Ixelles, pour les Belges connaissent. Et donc, les films de l'étang correspondaient au lieu géographique de cette maison qui abritait la société devant les étangs, et les films de Beyrouth aussi. Donc, les tournelles, les étangs et les Beyrouth, ça a un lien avec le lieu important pour moi et symbolique. Grâce à cette question de Gilles Rousseau, une dernière question. Que deviennent les films de l'étang? Parce que d'après ce qu'on a vu, il y a moins de coproduction aujourd'hui entre la Belgique et la France.
pour les films que tu produis en tout cas? Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et donc, mais c'est marrant comme question parce que depuis 10 ans, tous les ans, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je garde cette société? Parce que je paye quand même un comptable, enfin, je dépose des bilans comptables, donc je fais quand même un petit chose et tous les ans je me dis est-ce que ça vaut la peine que je garde ces sociétés? Et maintenant je me dis la même chose avec les films de Beyrouth et j'arrive pas à m'en détacher, j'arrive pas à m'en séparer et donc je garde ces sociétés qui c'est vrai ne travaillent plus beaucoup, mais c'est ma vie en fait. Ces 3 sociétés, vous vous imaginez depuis 30 ans, toutes ces histoires, toutes ces aventures, tous ces lieux, c'est ma vie et donc j'aurais du mal à m'en séparer. Je voulais vraiment te remercier, Anne-Dominique. Anne-Dominique Toussaint, merci d'être avec nous ce soir. Merci aux étudiants qui ont préparé. Donc, c'était. Merci à vous. Martin, Pedro et Gaët. Et donc, on vous donne rendez-vous. On n'a pas encore la date, puisqu'on est un peu bousculé avec ce qui se passe en termes de confinement. Mais il y aura d'autres débats autour de ces Belges qui font le cinéma français. Normalement, en fin janvier, on aura Émilie Dequesne qui sera avec nous, donc actrice belge qui vit à Paris et qui tourne dans des films belges et français. Merci beaucoup. Merci.